Ce soir à l'émission, guerre des tarifs, les entreprises d'ici encaissent les premiers chocs. Les clients américains, ils ne veulent pas payer le 25-50 % de plus. Et le premier budget de l'ère Carney reçoit un accueil mitigé. Dans la prochaine année, le déficit du gouvernement doublera pour atteindre 78 milliards de dollars. En entrevue, je reçois Samuel Dussault à propos de la campagne En parler, ça change quoi? On le voit au travers de leurs témoignages là, que ça a eu beaucoup de bénéfices dans différentes sphères de leur vie, puis qu'ils en sortent mieux, puis que c'est moins un poids. Je m'entretiens également avec la nouvelle mairesse de Rosemère, Marie-Hélène Pitre. L'administration a prévu du temps pour qu'on puisse s'assurer de vraiment prendre les bonnes décisions pour le budget qui suivra. Enfin, Maude Loca attire notre attention sur les événements à venir au théâtre Gilles Vigneault. Pour ceux qui ne sont pas encore allés à la salle Anthony Lessard, je vous invite vraiment à aller découvrir les spectacles. Bienvenue à Accès local. Jeudi 6 novembre 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir. Déjà 8 mois que les tarifs américains sont en vigueur et on fait le point avec vous sur les impacts de cette nouvelle réalité économique sur les entreprises de la région. Oui, Claude, je me suis entretenue avec Ariel Rétamal, qui est directeur général et commissaire à l'exportation chez Laurentides International, qui est l'ORPEX de la région, soit l'organisme de promotion des exportations. Alors, je voulais savoir ce qu'ils observent sur le terrain quelques mois après le choc. Donc, quelques impacts sont visibles, bien sûr. Et il y a plusieurs entreprises qui voient déjà un effet négatif sur leur rentabilité. Elles ont dû entrer en négociation avec certains de leurs partenaires commerciaux de l'autre côté de la frontière pour déterminer qui paierait le surplus de ces tarifs. Au moment où on en est, certaines compagnies prennent seulement maintenant la mesure de ces effets sur leur carnet de commandes. On écoute à ce sujet M. Rétamal. Quand ils voyaient déjà la menace venir, là, on se sont dépêchés de passer beaucoup de produits de l'autre côté de la frontière pour éviter de payer des tarifs. Donc, ça a fait un bump au niveau des exportations. On a eu plus d'exportations pendant un certain temps, mais maintenant, les stocks sont épuisés et il faut regarnir. Et là, on sent maintenant de nouveau le choc tarifaire parce qu'on voit certaines entreprises qui nous le disent, là, les clients américains, ils veulent pas payer le 25-50 % de plus qu'ils leur être demandé, là, dans certains cas. Et ça fait en sorte que les commandes américaines commencent à descendre assez fortement. Clara, il y a 2 semaines à peine, l'entreprise de camions Paccar à Sainte-Thérèse avait annoncé la mise à pied de 300 employés dans son usine. Ça a un lien direct avec les tarifs, ça. Oui, les droits de douane de 25 % sur les camions lourds exportés aux États-Unis qui sont entrés en vigueur au tout début du mois sont à l'origine de cette décision. L'usine de Sainte-Thérèse aura donc maintenant comme mandat d'assembler seulement les camions destinés au marché canadien. Si en janvier 2024, la production de camions s'élevait à 92 par jour, maintenant la cadence va descendre à 18 camions par jour. Dans la même période de temps, le nombre d'employés est passé de 1400 à 500 environ. Monsieur Rétamal nous explique un peu la décision derrière tout ça. Et aujourd'hui, produire, peu importe ce qu'on produit, des camions, des voitures, tout ça, ça prend des pièces qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Et ce qui fait en sorte que oui, on a été très intégrés avec les États-Unis, mais c'est très compliqué à un moment donné qu'on vient de détailler les pièces, là. Qu'est-ce qui est canadien, qu'est-ce qui est pas canadien, qu'est-ce qui vient de l'étranger. Fait que je peux comprendre une entreprise qui décide de dire, ben c'est vrai que c'est compliqué, là. Peut-être qu'on va aller chercher des marchés ailleurs quand c'est possible. Et effectivement, dans le cas de Paccar, ils ont fait le choix du Canada parce que comme ça, la production américaine va desservir les États-Unis et la production canadienne va desservir le Canada. Encore faut-il qu'il y ait un marché assez suffisant pour pouvoir le faire. L'aéronautique qui emploie 6500 personnes à Mirabel, le bois et la production alimentaire, bioalimentaire, qui représente un emploi sur 10 dans la région des Laurentides. Une analyse de Desjardins publiée au mois de mars plaçait les Laurentides au 6e rang des régions du Québec les plus vulnérables aux tarifs américains sur 17 régions, avec 33 % de ces biens exportés qui étaient destinés aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à voir d'autres entreprises de la région prendre un coup dur comme c'est arrivé chez Paccar? Oui, parce que les grosses entreprises sont celles qui sont le plus
susceptibles de faire affaire avec les Américains. Et quand ça va mal pour elles, ça va mal aussi pour leurs sous-traitants, donc les plus petites entreprises. On peut s'attendre à voir ce scénario se répéter. Malheureusement, c'est une période difficile. Monsieur Rétamal ne le niait pas. Quand je lui avais parlé plus tôt cette année, à l'entrée en vigueur des tarifs, il me disait qu'on en aurait pour peut-être 1 an de ces tarifs, de ce régime économique. Il était un peu moins optimiste cette fois-ci. C'est pas une histoire, malheureusement, qui va se résoudre rapidement. Ce qu'on voit comme changement aux États-Unis, c'est un changement fondamental dans la façon de faire des affaires. On est dans une vague, là, présentement descendante. Avant qu'on réussisse à trouver un terrain fertile pour tout ça, ça va prendre au moins 2 ans, là, minimum, là. C'est malheureusement la réalité, là. Bon, le portrait, donc, est pas très radieux. Est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir pour les entrepreneurs? Alors, selon M. Rétamal, l'orientation à prendre pour que la région tire son épingle du jeu, c'est la diversification, bien sûr, des marchés. Ça dépend de chaque secteur, évidemment, mais les marchés alternatifs aux États-Unis qu'il considère intéressants sont l'Asie-Pacifique, qui connaît une grande croissance présentement, l'Europe, qui connaît une réalité économique semblable à la nôtre, et le reste du Canada. Par contre, cela va prendre beaucoup d'adaptation de la part des entreprises d'ici qui faisaient affaire jusqu'à présent avec nos voisins du Sud. On écoute à nouveau M. Rétamal. Exporter aux États-Unis puis exporter en Asie, c'est 2 mondes différents. Okay? Alors, si on est habitué à vendre aux États-Unis, puis là, on applique les mêmes recettes pour aller en Asie, ça se peut que ça marche pas comme il faut, ou ça marche pas du premier coup. M. Rétamal saluait les mesures mises en place par le gouvernement fédéral pour accompagner l'industrie et les travailleurs. Selon lui, la signature d'accords de libre-échange fiables avec d'autres puissances est un pas dans la bonne direction. Il y a moins de 2 mois, le Canada et l'Indonésie, par exemple, ont signé un accord de ce type. Pour ce qui est de PACCAR, M. Rétamal pense que la direction à prendre pour le gouvernement est l'encouragement de l'achat local pour nos véhicules poids lourds. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du premier budget de l'ère Carney. À plus tard, Claude. La 61e Assemblée générale annuelle de la Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides avait lieu le 29 octobre dernier au club de golf Royal Laurentien à Mont-Blanc, où se sont réunis plus de 85 participants, productrices et producteurs agricoles de la région. L'Assemblée a permis aux délégués de procéder à l'étude et à l'adoption de 17 résolutions majeures, comme la protection et la valorisation des terres agricoles, notamment par l'instauration de taxes sur les terres en friche pour stimuler leur remise en culture. Papillon Infrastructure Nature, gestionnaire du réseau Recharge Éco IGA et le magasin IGA Extra Famille Girard Saint-Janvier à Mirabel, annonce la mise en service de 2 nouvelles bornes de recharge rapide dans cette municipalité. À tous les 22 du mois, l'intégralité des revenus générés par ces bornes sera versée à la Banque alimentaire Moisson-Laurentide. Ces nouvelles bornes portent à 146 le nombre total de ports de recharge déjà déployés dans les stationnements de 61 épiceries IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick. Avec un taux de participation légèrement supérieur à 50%, la population de Rosemère se donne une nouvelle mairesse en la personne de Marie-Hélène Pitre, chef du parti Vision Rosemère. Tous les membres de cette équipe ont d'ailleurs été élus avec elle. C'est un plaisir de l'accueillir. Madame Pitre, bonsoir. Bonsoir. Bon, félicitations d'abord. Vous avez remporté cette élection-là haut la main, là, 58% des voix dans une lutte à 4. Moi, ça me semble absolument énorme. Vos candidates ont obtenu sensiblement les mêmes pointages. Quelle lecture faites-vous de ces résultats? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance, selon vous? Je pense qu'il y a plusieurs éléments, là. En fait, l'enjeu central de l'élection, on l'a vu beaucoup, c'était le développement de notre ville. Ouais. Donc, les gens étaient très sensibles à cet enjeu-là. Je pense que notre vision leur semblait la meilleure, en fait, pour l'avenir de notre ville. Mais je pense aussi le type de campagne qu'on a mené. C'était une campagne qui était très positive, axée sur nos actions, nos idées, qu'est-ce qu'on voulait faire pour la ville, et non sur les autres. On a vraiment focusé le message sur qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis les gens, je pense que ça leur a parlé, d'avoir une politique qui était faite sainement. On a aussi des gens très qualifiés au sein de notre équipe, donc je pense que les gens se sont sentis en confiance. Oui, d'accord. Bon, vous-même avez été élu pour la première fois en 2021, c'était à titre de conseillère municipale. Vous étiez poussé par votre désir de servir la communauté, et ce désir-là s'est transformé en passion, dites-vous. Est-ce que ça s'est fait progressivement aussi, à un moment donné, vous avez vécu une sorte d'épiphanie? En fait, quand je suis arrivée dans le milieu municipal, moi, je suis une personne qui a une soif d'apprendre inépuisable. Puis, très rapidement, j'ai été stimulée comme rarement intellectuellement.
J'ai vraiment adoré mon expérience. J'ai transposé ça, en fait, dans mes études. J'ai fait ma maîtrise en parallèle avec mon mandat. Donc, j'ai fait une maîtrise en développement durable à HEC. Ça m'a permis vraiment de concrètement pouvoir appliquer mes acquis avec mes expériences. Ça a été une expérience vraiment formidable. Puis ça a fait en sorte que j'ai vraiment développé cette passion-là pour le municipal puis tous les enjeux qui y touchent. Là. Et je vous en parle pour une autre raison, parce qu'on traverse une époque quand même assez particulière où on voit des gens quitter la politique en courant pour les raisons qu'on connaît, notamment les attaques personnelles, les menaces. Vous, vous ne subissez pas ça ou vous êtes blindé contre ça? Je dirais qu'à Rosemère, somme toute, pendant le mandat, ça s'est quand même très bien passé. Le climat toxique, nous, on le vivait plus à l'interne, en fait. Là, c'était au niveau des élus, le conseil lui-même. C'était pas tant les citoyens. Pendant la campagne, on l'a peut-être ressenti un peu plus à travers les médias sociaux, mais j'ai quand même tenté de me tenir très loin des médias sociaux. J'ai beaucoup focusé sur le terrain, passer du temps avec les citoyens, aller les rencontrer à leur porte. Donc, c'était ça notre stratégie à nous. Oui, on a diffusé notre message à travers les médias sociaux, on s'en est servi, mais on a tenté de pas s'en servir trop pour justement limiter cet effet-là, parce que je vous dirais que c'est ça qui est le plus difficile, c'est les attaques gratuites qui sont faites sur les médias sociaux. Parce que sinon, écoutez, c'est pas le genre de choses qui m'atteint personnellement. Si en fait les attaques ne sont pas fondées, je le prends pas personnel. Là. Donc voilà. Durant la campagne, bon, il y a des thèmes qui se sont imposés. Je commencerai par celui du ce que vous appelez le redéveloppement là, de la place Rosemère, qui a perdu 50% de sa valeur, qui vous a fait perdre des revenus de 5 millions de dollars par année en revenus de taxes. Vous avez une idée en tête, vous l'avez largement exprimée. Est-ce qu'elle sera facile à appliquer? On parle de redéveloppement de résidentiel, de reverdissement des... vous l'avez dit souvent. Ça, est-ce qu'il faut être pressé? Est-ce qu'il faut prendre le temps? Dans quelle dynamique est-ce que vous êtes? Il y a un peu des deux. Je pense qu'il faut l'activer, ça c'est certain. Mais je pense qu'il faut le faire comme il faut. On peut pas partir des projets aussi imposants sans y réfléchir adéquatement. Il y a beaucoup d'études qui ont déjà été faites, là, donc on sait un peu où est-ce qu'on s'en va. Très hâte de partager ça avec le conseil, le nouveau conseil en fait, parce que c'est de l'information que nous on avait en tant qu'élus, mais qui n'était pas nécessairement disponible. Donc là, ils vont pouvoir vraiment prendre connaissance des dossiers. On va faire ça très rapidement aussi pour pouvoir faire la suite des choses, parce que le PPU a été adopté. Là, on vient faire tous les règlements qui vont découler de ce PPU-là. Puis, mais on a aussi des gens au niveau de la place Rosemère qui sont prêts à travailler main dans la main avec nous. C'est un citoyen corporatif qui est très impliqué dans la communauté, puis il a envie que ce projet-là soit porteur pour la communauté, pas seulement pour lui, parce qu'il veut que ce soit pérenne dans le temps. Là. Oui. Au lendemain d'une élection municipale, il semblerait que la première urgence, c'est de produire un budget. Est-ce que vous disposez d'assez de temps pour lui donner votre couleur à ce budget? Je pense que oui. C'est certain que moi, j'ai déjà eu les mains dedans, là, donc je suis quand même au courant un peu de où sont nos défis. Mais c'est sûr que c'est très rapide, le délai qu'on a, là, mais l'administration a prévu du temps pour qu'on puisse s'assurer de vraiment prendre les bonnes décisions pour le budget qui suivra. Puis, mine de rien, les premières priorités sont quand même... pour la plupart, celles que notre équipe voulait mettre de l'avant. Donc, ça fait du sens pour nous. Il nous reste une trentaine de secondes. Vous parlez vous souhaitez adopter un plan d'efficience municipale. Là, on est dans l'écoute des citoyens. Il y a beaucoup dans toutes les villes, il y a des citoyens qui se plaignent d'un manque d'écoute. Quel mécanisme vous allez mettre en place pour que les gens se sentent écoutés? Il y a plusieurs choses, là, mais la première chose, ça va être de sonder la population, je crois, pour savoir vraiment où est-ce qu'il y a des lacunes. Parce que faut qu'on les comprenne, ces lacunes-là, parce que les gens se sont plaints énormément pendant la campagne, entre autres, là, du service aux citoyens. Donc, mais il faut les écouter. Donc, faire des sondages suite à un service reçu, c'est une très bonne façon d'aller chercher le pouls de la population pour après ça poser des gestes qui sont très concrets, qui vont pouvoir répondre à ces défis-là. Marie-Hélène Pitt, vous êtes la nouvelle mairesse de Rosemère. Merci d'avoir été avec nous. Merci. L'entreprise Jeux Aller, fondée par Thomas Perron et Alex Lavoie, a remporté la bourse de 5 000 $ offerte dans la catégorie Économie sociale, entrepreneuriat et affaires lors du gala Force Avenir qui se tenait au Capitole de Québec le mercredi 15 octobre. Ces deux étudiants entrepreneurs ont concrétisé ce projet au quartier général de l'Audace, l'espace entrepreneurial du Cégep de Saint-Jérôme, appuyé par la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme. Jeux Aller se spécialise dans la location et l'animation de jeux géants lors d'événements municipaux, scolaires et communautaires.
Une trentaine de personnes membres des classes de francisation du Cégep de Saint-Jérôme se sont réunies dans le cadre du projet À la découverte de Saint-Jérôme, réalisé par la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la ville de Saint-Jérôme dans le cadre de l'entente de développement culturel. Ce groupe a pu découvrir plusieurs lieux culturels de la ville, comme le Musée d'art contemporain des Laurentides, le Théâtre Gilles Vigneault, les cercles de fermières de Saint-Jérôme et de Sainte-Paule et plusieurs autres. On s'en va du côté du Théâtre Gilles Vigneault avec Maude Loca, qui est directrice générale adjointe à la programmation. Bonsoir, Maude. Bonsoir. Alors, pour la plupart des gens, novembre, c'est gris, mais ça va être un peu plus ensoleillé chez vous. Il y a toutes sortes de belles propositions, à commencer par des spectacles familiaux. Exactement. Donc, on est bien content d'accueillir le spectacle Barca, qui est un spectacle de cirque qui aura lieu le 15 novembre à 19h. Normalement, nos shows les samedis sont à 20h, mais puisque c'est un spectacle familial, on l'a mis à 19h. Donc, c'est une super belle sortie à faire en famille. Il va y avoir autant des artistes en cirque, en musique et en danse sur scène. On pourra avoir des numéros de jonglerie, de roussir, de mot chinois, de cordelis. Et il y a également, pendant ce temps-là, évidemment, les musiciens du Gypsy Cumbia Orchestra qui seront sur scène. Donc, bien festif, un chaos très joyeux, en fait. Oui, il a fallu que j'aille sur Google pour savoir c'était quoi la roue de cire. Oui, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de choses. 23 novembre, du théâtre musical, Dessine-moi une bouche. Exactement. Donc, un spectacle en après-midi pour les familles. C'est destiné aux jeunes de 7 à 11 ans. C'est fait par la compagnie Sacré Tympan, qui est une compagnie qui se spécialise dans le théâtre musical jeune public. Et c'est un texte signé Simon Boulris. Ça doit être bon. Exactement. Tu sais, Simon Boulris, on le connaît beaucoup pour ce qu'il fait pour la littérature jeunesse. Ouais. Et c'est vraiment un spectacle, à son image, je dirais, c'est un spectacle qui va souligner l'unicité des jeunes, leurs différences et comment on célèbre leurs différences. Et vraiment, ça groove sur scène. Il y a du folk, du rock, du country. Donc, c'est un spectacle très festif d'une 50aine de minutes. Donc, un beau spectacle également en famille. Ouais, des belles propositions aussi en chanson. Ça commence avec Lou Adrienne Cassidy, qui a déjà, je pense, 2 Félix, là, de cette semaine. Oui, exactement. Lou Adrienne Cassidy, qui est... En fait, on a beaucoup de choses en chanson, là, au mois de novembre, mais je souhaitais vraiment mettre en lumière ces 2 artistes-là que j'aime particulièrement. Lou Adrienne Cassidy, qu'on a pu voir au Franco cet été, qui est vraiment, je trouve, qui est dans une ascension, là, vraiment, on la voit de plus en plus. Puis elle fait de la musique d'une très grande qualité. Justement, elle a sorti 2 albums l'année dernière, Journal d'un loup-garou et Triste Animal. Et c'est le spectacle de son dernier album, Triste Animal, qu'elle vient nous présenter, qui est un album qui est beaucoup plus intime. C'est un album qui ont enregistré tous les musiciens dans la même pièce, donc pas beaucoup de post-production, donc vraiment un album qui retourne à la base. À l'ancienne, je dirais. Exactement. Oui. Donc un très beau spectacle de Lou Adrienne. Puis donc 2 jours plus tard, Andréana Mallette avec Les Jardins dérangés. Oui, exactement. Donc, Andréane A. Mallette, elle est venue cet été au Festival Lumière pour le spectacle Hommage à Mario Pelcha. Elle a fait quelques chansons dans ce spectacle-là. Elle a été très appréciée du public. Puis là, elle revient avec son propre spectacle qui s'appelle Jardins dérangés, qui est un spectacle, en fait, qui célèbre sa vie de trentenaire, autant dans la sérénité, dans la solidarité et aussi dans la guérison. Et Andréane A. Mallette, c'est une artiste qui est vraiment authentique. Oui. Je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment beaucoup et c'est une artiste qui est vraiment agréable à voir en spectacle. Oui, elle écrit bien, elle chante bien, hein, elle a une très belle voix, très sympathique sur scène très aussi. Sympathique, exactement. Salle Anthony Lessard, 26 novembre, La Route du Rire. Oui, donc pour ceux qui sont pas encore allés à la salle Anthony Lessard, là, je vous invite vraiment à aller découvrir les spectacles là, parce que c'est, pour moi, c'est une salle dont le format est idéal pour ça. Là. Un petit format, une salle intime, ça nous permet d'être très proche des artistes. Ouais. Et là, on a justement une diversité de propositions, puis là, c'est ça que je viens vous parler aujourd'hui. La Route du Rire, pour commencer, qui est un spectacle là, un mercredi soir. C'est vraiment une belle façon de décrocher en plein milieu de semaine. Des spectacles à petit prix aussi, donc entre 15 et 20 $ le billet. Donc, c'est une belle façon de venir découvrir des artistes de la relève en humour. C'est vraiment un concept très simple, là, style bordel comedy club un peu. Là. Donc, on vient découvrir des artistes qui se succèdent les uns les autres et voilà, pour La Route du Rire. Conférence avec Michel Rochon sur un sujet très intriguant, très intéressant. Oui, donc on essaie ça. En fait, c'est un spectacle qu'on fait en semaine, en après-midi. On s'est dit que les gens aiment ça aussi, voir des spectacles, pas juste en soirée la semaine. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre ce spectacle-là à ce moment-là. Et c'est une proposition qui est très unique. C'est une conférence musicale parce que Michel Rochon, c'est un journaliste scientifique, mais il est également pianiste. Ouais. Et on l'a pu voir, entre autres, dans des émissions comme Découverte, Enquête à Radio-Canada. Et donc, il vient nous parler du cerveau et de la musique, justement, comment que notre cerveau
pourquoi on réagit à certaines musiques, pourquoi on frissonne quand on entend des chansons, pourquoi on peut pleurer. Donc, comment concrètement, scientifiquement, la musique peut nous toucher. Donc, c'est un spectacle qui est autant éducatif, mais aussi émouvant, je trouve. Voilà. Tiens, on parlait de Soleil tout à l'heure. Soleil Launière qui va être là le 28 novembre à 20h. Oui, exactement. Donc, on finit le mois en beauté. Soleil Launière, c'est une des gagnantes des Francouvertes de l'édition 2024. Et nous, le Théâtre Gilles Vigneault, on remet un prix de diffusion à l'un ou l'une des finalistes. Donc, là, c'est Soleil Launière qui vient nous voir cette fois-ci. C'est une artiste très puissante, une artiste multidisciplinaire. Son spectacle, c'est autant, on est dans le performatif, très théâtral, dans le mouvement aussi. Puis, elle chante autant en français, en anglais, en Innu, Aimun. Puis aussi, elle a inventé une langue pour les pièces qu'elle a composées. Elle nous parle de territoire, de féminité, de matriarcat. Donc, c'est vraiment un spectacle très puissant pour l'avoir vu. On sort de là vraiment changé, je trouve, quand on voit Soleil Launière. Une belle émotion aussi. Une intensité. Chez cette artiste-là, Maud Loca. Merci beaucoup. Merci. C'est sous le thème « En parler, ça change quoi » que se déroule actuellement la campagne de sensibilisation du regroupement des organismes québécois pour hommes agressés sexuellement, le ROCAS, une situation qui touche ou qui touchera entre 10 et 20 des hommes. J'en discute avec Samuel Dussault, directeur du ROCAS. Bonsoir, Monsieur Dussault. Bonsoir, M. Desjardins. Alors, cette campagne-là, elle est déjà en cours. Elle se poursuit jusqu'au 19 novembre. Dites-nous quelle forme elle prend et quels en sont les objectifs. Donc, on est parti de recueillir 4 témoignages d'hommes qui ont vécu des violences sexuelles. Donc, Jasmin, Marco, Jacques puis Richard. Donc, on a fait des entrevues avec eux, on a capté des vidéos pour faire la promotion sur les réseaux sociaux, ce qui nous rendait plus accessible, là, diffuser à moindre coût là, dans toute la province, vu que notre regroupement touche tous les services aux hommes là, dans la province. Ouais. Le thème de la campagne, là, en parler, ça change quoi? Ça pourrait s'appliquer à toutes sortes d'autres circonstances là, impliquant des blessures enfouies depuis longtemps sur des longues périodes. Vous signalez néanmoins que les hommes qui sont victimes d'agressions sexuelles sont moins susceptibles d'en parler. Pourquoi c'est comme ça? Bien, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs raisons qui fait qu'il y a des obstacles pour les hommes. Un, qu'on en parle moins. Le manque de connaissance des services, le fait que les hommes pourraient ne pas savoir qu'ils ont vécu de l'abus sexuel en enfance. Il y en a quand même beaucoup qui ont de la difficulté à reconnaître ce qu'ils ont vécu. Le tabou, les mythes, la peur de se faire juger, d'aller chercher de l'aide. Pour plusieurs, ils n'ont jamais parlé non plus à un proche. Donc, c'est des grands pas de juste faire un premier dévoilement. Il y a plusieurs raisons qui expliquent que c'est vraiment sous-représenté là, dans notre société. D'accord. Ben, en tout cas, ceux qui le font dans le cadre de cette campagne-là ont le courage de le faire à visage découvert. Ils ont vécu des choses absolument horribles. Et ce qu'ils nous disent en bout de ligne, c'est que le fait d'en avoir parlé, le simple fait d'en avoir parlé, a été le début de leur guérison. Je vous laisse nous expliquer de quoi on peut guérir en prenant la parole. C'est différent pour chaque personne. C'est ça qu'on voulait montrer au travers de la campagne, de pas rester non plus dans les aspects négatifs de ce vécu-là. Je pense qu'on peut imaginer toutes les conséquences que ça peut avoir, mais on voulait rendre ça concret. Qu'est-ce que ça va changer? D'aller demander de l'aide, d'aller parler à un intervenant, d'aller en parler à un proche. C'est ça qu'on découvre dans leurs témoignages, d'améliorer leur estime de soi, d'améliorer leur relation avec leur entourage, de se sentir tout simplement en sécurité ou d'avoir un espace pour en parler, de se sentir plus léger. Puis on le voit au travers de leurs témoignages là, que ça a eu beaucoup de bénéfices dans différentes sphères de leur vie, puis qu'ils en sortent mieux, puis que c'est moins un poids sur eux, dans leur vie, dans leur quotidien, se passer là, même si ça ne l'efface pas. C'est tout à fait ce qu'on ressent en les écoutant, d'ailleurs. Le ROCAS, c'est un mouvement assez jeune, Monsieur Dussault, vous avez été fondé en 2020. Quelle est sa mission? Bien, sa mission, d'abord, c'était d'avoir justement une représentation provinciale sur ce sujet-là. Parce que dans les dernières années, il y a eu de plus en plus d'organismes qui ouvraient leurs portes aux hommes. Fait qu'on rassemble aussi tous les organismes, peu importe leur mission, qui donnent des services en violence sexuelle. Donc, on fait aussi de la sensibilisation, comme avec cette campagne-là.
on offre de la formation. Fait que c'est de créer un centre d'expertise sur ce sujet-là, puis pouvoir justement avoir une voix pour ces hommes-là qui sont un peu plus marginalisés, tu sais, dans le courant des violences sexuelles. C'est quand même une population qui est moins entendue. Voilà. On peut lire sur votre site web que le ROCAS aspire à une société où les violences sexuelles subies par les hommes seront pleinement reconnues. Expliquez-nous ce que ça veut dire. De quelle reconnaissance on parle? Mais principalement, tu sais, juste dire que ça existe, que ça soit présent. Ça s'est beaucoup amélioré depuis le hashtag MeToo. On voit que dans les discours, on est conscient que ça peut arriver à tout le monde, que ce soit aux femmes, les personnes non-binaires, aux hommes. Mais c'est aussi de leur offrir des services qui sont de qualité partout au Québec, ce qui n'est pas le cas actuellement. Tout dépendant de la région où vous êtes où au Québec, il va y avoir des services qui sont financés, d'autres non. Puis il y a encore des trous de service là, importants pour ces hommes-là. Fait que c'est une des principales objectifs du ROCAS au niveau de la reconnaissance qu'on veut que d'où vous êtes né ou d'où vous habitez, ça soit pas un obstacle à avoir des services. Bon, la campagne, je signale que la campagne se poursuit jusqu'au 19 novembre. Moi, j'invite les gens à aller voir et entendre les témoignages très courageux, très touchants, bouleversants même de Jacques, Jasmin, Marco et Richard. Samuel Dussault, directeur du ROCAS, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'entrevue. On est de retour avec Clara Maté-Jaunet. Mardi après-midi, le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, a déposé son budget. Vous faites un tour d'horizon rapide avec nous. Alors, d'entrée de jeu, pas de retour à l'équilibre budgétaire prévu pour les 5 prochaines années. Dans la prochaine année, le déficit du gouvernement doublera pour atteindre 78 milliards de dollars. Toutefois, la dette du Canada reste nettement la plus faible de tous les pays du G7. Le changement majeur, ce sont les coupes massives dans la fonction publique. Dans les prochaines années, 40 000 postes seront abolis pour des économies espérées de 60 milliards de dollars. Du côté de l'immigration temporaire, Ottawa resserre les seuils. La cible pour l'année prochaine sera réduite à 385 000, alors qu'en 2025, on comptait plus de 670 000 admissions. On parle aussi d'allègement fiscal au niveau des impôts pour la classe moyenne et de la réduction des frais bancaires. Tout à l'heure, on a abordé la question des tarifs. Il y a des investissements qui ont été faits en ce sens. Oui, le gouvernement lance le fonds de diversification des corridors commerciaux. 10 milliards de dollars sont prévus pour aider les entreprises à découvrir de nouveaux marchés et à mettre en place des réseaux d'exportation efficaces. Mais le budget, Clara, n'a pas plu à tout le monde. Non, plusieurs critiques sont ressorties. À Québec, déjà, le budget fédéral a reçu un accueil mitigé, particulièrement par rapport aux investissements annoncés dans les infrastructures en santé. Si 5 milliards de dollars sera à la disposition des provinces pour construire des hôpitaux, seule la réfection de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal est estimée à cette somme-là environ. Des experts s'entendent aussi pour dire que dans les Basses-Laurentides, le coût de la modernisation de l'hôpital Saint-Jérôme à lui seul devra coûter 1 milliard de dollars. Bien sûr, les syndicats de la fonction publique sont prêts à défendre leurs membres aussi pour les compressions massives. L'Association des Premières Nations dénonce aussi le manque de financement aux services sociaux et de santé pour les Autochtones, notamment l'annulation du financement pour contrer la tuberculose dans le Nord. Pour l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, le budget aussi est décevant puisqu'il ne prévoit pas de revenus plus importants pour les aînés à faible revenu. Voilà pour le budget. Il y a l'émission Perspective qui suit à l'instant. Vous êtes à la barre de cette émission-là. À quoi on doit s'attendre? Alors, c'est la dernière de la saison. Claude, on se penche sur l'immigration temporaire des travailleurs étrangers temporaires dans les Basses-Laurentides, donc les travailleurs dans les champs, dans les usines, dans le secteur bioalimentaire. Et on regarde comment ces travailleurs-là s'intègrent à notre société, pourquoi c'est important qu'ils le fassent et qu'en tant que société, on les intègre aussi. Alors, je vous laisse découvrir ça ce soir. Merci Clara. On se revoit mardi prochain. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation sur le site tvbl.ca et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.